Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu particulier puisque aujourd'hui avec Marine nous avons deux invités. Donc avant de vous les présenter, bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, donc aujourd'hui nous sommes accompagnés de Lucie et Eric, deux invités qui travaillent à l'UNAPI, c'est ça ? C'est ça. Je me trompe pas, donc bonjour Lucie et bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Oui. On est ravis en tout cas de vous accueillir derrière ce micro. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la structure, présenter ce que c'est. On va présenter votre métier bien entendu aussi, puisque c'est hyper intéressant. Donc c'est tout l'univers un petit peu médical. Mais je vais pas trop m'aventurer sur la présentation de votre métier. Vous allez faire bien mieux que moi. Qui veut commencer ? Faire une petite présentation du métier et de petit topo sur l'UNAPI. Après, l'UNAPI, c'est pas une association que je connais particulièrement, parce que ça fait que 2 ans que je suis à l'UNAPI même, mais sinon ça fait 8 ans que je travaille auprès de personnes handicapées en tant qu'AMP, donc aide médico-psychologique. D'accord. Et toi, Lucie ? Moi, ça fait à peu près 5 ans que je suis dans le handicap, enfin dans l'aide aux personnes. Le handicap, je l'ai trouvé il y a environ 2 ans. J'ai su que c'était là-dedans que je voulais travailler. Là, je suis en apprentissage depuis environ 1 an ici à l'UNAPI dans ce foyer de vie. Et du coup, en tant qu'AES, c'est le nouveau cycle de AMP qui est accompagnant éducatif et social. D'accord, et donc qu'est-ce qui t'a donné envie de venir travailler ici ? J'ai moi-même, par problème de santé, été accompagnée par des éducateurs. Et du coup, c'est quand j'ai vu l'importance qu'avaient ces éducateurs auprès de moi, de nous, que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ouais, c'est vraiment une vocation. Oui. Ça aide pas mal. Hein. Bah oui. En général, quand tu es confronté à quelque chose qui te touche, ça aide pas mal pour trouver ta vocation. Et du coup, toi, ton parcours ? Alors, avant de travailler en tant qu'AMP, je travaillais dans la restauration, donc rien à voir. D'accord. Mais en fait, le lien que j'ai avec ce métier depuis très longtemps, c'est que ma mère était aide-soignante. Ok. Et ma sœur, AMP aussi. Donc du coup, j'ai touché par elle ce travail-là. Et c'est ce qui est intéressant en fait, parce que souvent, c'est des métiers qui sont très peu connus, le travail d'AMP ou d'AES. Et donc du coup, c'est souvent par lien en fait. Soit on connaît quelqu'un d'handicapé dans notre famille, soit on a été comme Lucie en contact avec des éducateurs. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on apprend qu'il existe ces métiers-là. Et c'est des métiers tellement différents en plus de ce qu'on a l'habitude de concevoir comme métier ou travail, que c'en est intéressant. C'est vrai que moi, je connaissais pas du tout avant que Lucie prenne contact avec nous. Je suis un peu éloignée de ce monde-là puisque j'ai pas d'entourage confronté à ça, donc je suis vraiment un peu à l'écart. Et je trouve que c'est hyper important du coup à travers ce podcast de parler en fait de ces métiers-là et de faire connaître un petit peu plus ce métier. C'est ça. Et donc moi c'est pareil que Julie, je ne connaissais pas forcément ces métiers-là. Et quelles sont vos missions premières dans votre métier ? Nos missions, c'est surtout l'accompagnement de personnes handicapées dans la vie quotidienne, et puis surtout, d'un point de vue éducatif, essayer d'améliorer leur quotidien, mais aussi d'améliorer leur autonomie. Donc on travaille sur l'autonomie des personnes, parce que c'est des personnes qui ont de faibles capacités dans leur autonomie. Et donc c'est tout un travail éducatif qu'on fait auprès d'elles pour améliorer leur autonomie personnelle, leur autonomie domestique, et en fait, tout le cœur de notre travail, c'est de faire en sorte que les personnes qu'on accompagne n'aient plus besoin de nous. Ouais. C'est assez particulier. Qu'elles aillent de l'avant. Mais en fait, on s'acharne à ça. C'est vraiment que on part des fois de personnes qui ont des problèmes de communication, des problèmes même à s'occuper d'eux-mêmes. Et petit à petit, on arrive à les faire évoluer vers une estime de soi, une meilleure communication, une meilleure autonomie. Et c'est très long et passionnant aussi. Mais... Et ça passe par quoi ? Ça passe par des activités manuelles ? Ça passe par... Est-ce que vous avez des processus ?
Peut-être que chaque personne est différente aussi. Oui, oui, ça sûrement. c'est certain. c'est un des... Chaque profil est différent, oui, oui. Après, voilà, c'est tous les résidents ne sont pas forcément en capacité de faire ce que Eric vient de dire. Il y a des résidents qui peuvent aller et revenir dans le foyer. Il y a des résidents qui sont en capacité de dépenser de l'argent. Mais il y a des résidents, non, qui ne savent même pas à quoi ça sert, je veux dire, ouais. une pièce, quoi. Donc, enfin, voilà. C'est vraiment très vaste, les handicaps. Et du coup, là, le profil des personnes que vous suivez, elles ne sont pas en milieu de travail, elles ne sont pas... Enfin, c'est vraiment isolé dans un foyer. Alors, il y en a qui ont travaillé auparavant. Ouais. Il y en a certaines qui ont travaillé auparavant en ESAT. Voilà. Donc, il y en a qui ont fait du ménage, de la cuisine, du linge, voilà. Mais maintenant, ils sont ici suite à leur faible autonomie qui fait que, du coup, maintenant, elles peuvent plus travailler. Et du coup, ils sont en foyer de vie. Ok. Et vous disiez tout à l'heure que votre objectif, c'est de les accompagner jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de vous. Vous, j'imagine que émotionnellement, vous devez vous attacher à vos résidents. Ah bah oui, énormément. Et c'est en fait, c'est le cœur de notre métier, c'est les qualités qu'on nous demande quand on vient faire ce métier-là, c'est l'empathie, c'est le calme, c'est toutes ces qualités humaines qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres métiers. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on vient, on travaille avec de l'humain, et on nous demande des qualités qu'on ne va pas nous demander dans un bureau ou en étant agent d'accueil, Oui. ou alors vraiment c'est beaucoup moindre. Et alors là, quand sur son CV on peut dire oui, moi je suis très empathique, je suis gentil, j'aime m'occuper des autres, c'est formidable en fait. Du coup, pourquoi à la base j'ai voulu faire ce métier-là, c'est aussi pour ça. C'est faire un boulot utile, se faire un boulot qui a du sens. Et quand on se dit qu'on passe 70% de notre vie au travail, autant avoir un travail qui nous ressemble et un travail où on a envie d'aller tous les matins. C'est sûr. Après, en soi, ouais. Après, en soi, c'est pas tout blanc non plus. Hein. C'est un boulot en soi aussi. Mais au moins, je sais que je suis droit dans mes baskets quand je viens travailler et que je suis en accord avec moi-même. Et du coup, c'est ce que tu nous disais, Lucie, en pré-travail de cette interview. C'est que ce métier n'est pas fait pour tout le monde et que ça peut être assez difficile pour certaines personnes. Donc ça rejoint les qualités dont parle Eric. Oui. L'empathie, la gentillesse, le calme, mais c'est pas donné à tout le monde. Oui, il faut avoir toutes ces qualités-là. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué de travailler dans un milieu tel que celui-ci. Et encore, on n'est qu'en foyer de vie. Pour avoir expérimenté, et même Eric peut témoigner de ça, parce qu'auparavant, il n'était pas en foyer de vie. Moi, pour avoir expérimenté plusieurs autres établissements, avant, j'ai fait un stage en masse, j'ai fait un stage dans ce qu'on appelle un centre ilio-marin, donc c'est un peu semblable à une masse. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est une masse? Une masse, c'est une maison d'accueil spécialisée. D'accord. Déjà, c'est pratiquement que du nursing et c'est beaucoup de fatigue. Et j'ai vu la différence et vraiment, c'est beaucoup de fatigue physique et ça en demande beaucoup plus qu'en foyer de vie, je trouve. Ok. Ouais. Ici, c'est peut-être plus émotionnel que physique. En fait, on est plus sur un volet éducatif. Mais c'est ce qu'il y a de bien aussi dans notre métier, c'est que avec le même métier, je peux travailler en masse, donc en maison d'accueil spécialisée, auprès de personnes polyhandicapées. Donc là, ça va être bien sûr plus du nursing, on va plus prendre soin d'eux. Et en foyer de vie ou en femme, où là, on va être plus sur un volet éducatif, où on va essayer de faire évoluer la personne, comme je le disais tout à l'heure, pour la rendre beaucoup plus autonome. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien ici ? En fait, sur chaque maison, il y a 6 éducateurs pour 10 résidents.
Et en tout 24 éducateurs pour 28 résidents, sans compter l'accueil de jour. Et du coup, c'est des résidents qui vont de quel âge à quel âge? Alors, le plus jeune, oui, parce que du coup, j'ai fait mon rapport là-dessus et j'ai dû faire des recherches. Le plus jeune a 21 ans et le plus âgé a dans la soixantaine. D'accord, ouais. Oui, parce qu'après aussi, même au niveau des activités, c'est peut-être pas les mêmes qu'on propose en fonction du coup du profil. Tu m'avais dit, vous faites des activités l'après-midi pour les résidents, et il y en a qui peuvent pas forcément participer. Comment vous vous organisez? Est-ce qu'il y a des activités de type? Alors, c'est au jour le jour, vous choisissez On en fait l'après-midi et le matin aussi. D'accord, Il y en a ok. le matin. Et en fait, on a un calendrier qui est sur le logiciel qu'on consulte du coup tous les matins ou tous les après-midi en fonction des horaires qu'on fait. Et là, on voit sur quelle activité nous, le professionnel, on est positionné. D'accord. Avec quel résident. Et souvent, ce calendrier, il est organisé par les moniteurs éducateurs ou les coordinateurs. Ok. Donc, comme disait Lucie, en fait, on a un plan d'activités, c'est-à-dire on a des activités matin et après-midi tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et après, selon les projets personnalisés des résidents qu'on a vus avec les référents, selon les domaines de compétences où on voit qu'ils ont besoin d'évoluer, on peut les amener vers telle ou telle activité. Et en fait, les activités sont axées sur développer des compétences. C'est-à-dire, par exemple, on ne fait pas de la marche pour faire de la marche, mais pour s'entretenir. Donc on a des ateliers, par exemple, de jeux de société en collaboratif, pour apprendre à travailler avec les autres. Voilà, c'est que ce genre de choses. Et du coup, vous, à la fin, vous en sortez une évaluation, j'aime pas dire ce mot-là, mais un rapport sur les compétences acquises ou pas? Oui, on fait des comptes rendus à chaque fin d'activité. Il nous est demandé de faire des comptes rendus pour chaque résident. D'accord, oui. Donc on les met dans chaque dossier des résidents afin que on puisse mieux accompagner et remplir les PPA des résidents pour voir si on peut continuer à les mettre dans ces activités, si c'est pertinent pour eux ou pas du tout. Et donc ça fait aussi partie du métier en fait de cerner la personne et voir quelles compétences elle acquiert ou pas. Au niveau de... Alors je sais pas si la question va être très bien posée, mais à quel moment vous savez que vous êtes sûr que le résident il a plus besoin de vous? Est-ce que c'est facilement détectable? Est-ce que ça prend plus de temps? Est-ce qu'il y a des hésitations, des doutes? C'est compliqué parce qu'en soi, dans l'absolu, on peut toujours évoluer, toujours acquérir plus. Après, c'est est-ce que le résident s'inscrit toujours dans le cadre du foyer de vie? Par exemple, si on fait évoluer un résident suffisamment pour qu'il soit en capacité de travailler, là, du coup, son profil ne s'inscrit plus dans un foyer de vie, mais s'inscrira plus dans un foyer externalisé avec du travail en ESAT. D'accord. Ok. Donc c'est là qu'on peut voir la fin du cheminement. Mais des fois, par exemple, pour nos plus anciens, on est sur de l'évolution vers des familles d'accueil ou en masse ou en UPHV. Ok. Et est-ce que quand un résident a terminé son processus, vous faites une petite fête, quelque chose pour fêter son départ? Oui, ça peut. Souvent, ça nous est arrivé de faire des pots de départ, oui. Bon, c'est bien. C'est toujours heureux, hein. Mais oui. Même si vous êtes attaché, c'est toujours heureux. Du coup, est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter Si vous le pouvez. Des petites anecdotes. Quelque chose qui vous a fait rire, une découverte, quelque chose qui vous a marqué. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, dans ce métier, ce qui est intéressant, c'est on peut, par exemple, travailler et faire un cinéma avec les résidents. Travailler et danser avec les résidents, de chanter avec les résidents. Et c'est pour ça que moi, je trouve que globalement, c'est un métier joyeux. Bien sûr, il y a des moments de moins bien, où on se confronte un peu à l'organisation et aux difficultés que ça peut entraîner et
à la masse de travail, etc., etc. Mais je dirais qu'il y a très peu de métiers où on peut se dire, tiens, j'ai accompagné des résidents au cinéma, on est allé voir un film d'animation, tout le monde était content. Oui, vous vous sentez vraiment utile dans votre travail et forcément c'est appréciable. Dans le cadre de mon apprentissage, j'ai trois blocs à remplir, à rendre, dont un où c'est un bloc sur une activité que je dois mettre en place ici. Et en fait, j'ai fait une activité dans une ferme pédagogique. Et il y a des résidents, donc j'en ai choisi 12 il me semble. Et vraiment, le jour J, il y a des résidents que j'ai découverts. Donc c'est vraiment en fonction de l'environnement où ils sont et avec quoi ils sont en fait. Et je me suis rendu compte, parce que du coup j'ai dû beaucoup observer pour faire un rapport après, il y en a certains c'était vraiment les animaux, comme certains c'était vraiment juste chanter, comme voilà. Et bon, cette ferme pédagogique proposait beaucoup de choses aussi, ils étaient beaucoup habitués au handicap, mais vraiment il y en a quelques-uns, je les ai découverts quoi. Et moi je trouve ça merveilleux, je me suis dit que en fait j'ai pas fait ça pour rien. Donc d'un côté non, j'ai pas fait ça pour rien, mais ça m'a fait plaisir de les voir autrement quoi. De les voir autrement qu'au foyer de vie. Ouais. C'est une belle histoire. Ouais. Et du coup, Lucie, toi qui es en alternance encore aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer dans cette voie-là? Est-ce que... Enfin oui, j'imagine que oui du coup, vu que c'est ta vocation. Oui, je vais continuer. Donc je pense que après le diplôme, j'espère que je l'aurai du coup. On te le souhaite. Je vais plutôt me baser sur de l'intérim et puis advienne que pourra quoi. Ok, très bien. Et toi, Et toi pardon. Et toi, Eric, tu vas rester ici Oui, j'ai mon diplôme depuis un moment. et continuer ton petit bout de chemin. Pour l'instant, je me sens très bien là où je suis, c'est-à-dire au foyer de vie. J'ai vraiment trouvé un cadre de travail et des résidents très attachants. Ouais. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de métiers parfaits, mais il y a très peu de métiers qui nous permettent de faire tout ce que j'ai dit tout à l'heure et de développer les qualités et de travailler avec de l'humain sur de la relation de confiance, de finir la journée en rigolant avec les résidents. C'est quand même, ça n'a pas de prix, même si on n'est pas payé des milliers d'euros. C'est le nerf de la guerre, c'est souvent ça, c'est le salaire. Ouais. Mais entre qualité de travail et salaire, des fois, il faut savoir jongler. C'est sûr. Oui, puis ce qui est incroyable, c'est que un rien les étonne, quoi. Donc, vraiment, on fait disparaître quelque chose. Oh, bah, c'est ouf. Enfin, voilà, moi, c'est toute cette magie de travailler avec eux. Un jour, on peut être vraiment... On ne sait pas de quoi demain est fait avec eux, en fait, vraiment. Et moi, je dis toujours à tous ceux que je croise, qui me demandent souvent comment je fais pour faire ce métier, je leur dis toujours, je leur réponds toujours que ce métier, le matin, si j'ai pas envie d'y aller, je le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Ouais. C'est beau. Vous savez, vous nous émerveillez beaucoup et vous nous en apprenez beaucoup, ça c'est sûr. Est-ce que du coup, votre regard sur le handicap a changé avec ce métier? Je dirais que ça nous apprend à voir avec leurs yeux. C'est-à-dire que vu qu'on les connaît, on en apprend plus. Moi, par exemple, j'ai travaillé 5 ans auprès d'adultes autistes profonds. Et en 5 ans, j'ai appris énormément sur l'autisme, c'est-à-dire par exemple les particularités sensorielles dans l'autisme, qui est des choses qu'on n'aborde pas en fait au jour le jour. On a souvent l'exemple de l'autiste savant, l'autiste Asperger, mais on ne voit pas toute cette population d'autistes profonds et on parle très peu des particularités sensorielles dans l'autisme. Moi, j'ai un souvenir de quand j'étais petite.
j'avais un voisin dont le grand frère était autiste et il me faisait très peur parce que je ne connaissais pas l'autisme sévère. Et pour moi, en fait, il voulait m'attaquer tout le temps alors que je jouais simplement à la police avec mon voisin. Et pour moi, il prenait ça au sérieux et il me faisait vraiment très peur. Et quand j'étais petite, il me faisait peur. Et quand j'ai évolué, quand j'ai appris le regard, le handicap, quand j'ai commencé à faire des stages en IME, donc c'est un institut médico-éducatif, c'est là où je me suis dit en fait c'est là où j'ai eu moins peur et que vraiment si demain il y a un résident ou une résidente avec un trouble, je serai la première à aller le ou la voir et l'aider quoi, parce que vraiment ça me fait plus peur. Ça m'a beaucoup appris le handicap. Mais je trouve que c'est réel ce que tu as dit, c'est que quand on ne connaît pas, on a peur et pourtant, ce sont des humains comme nous. C'est ça, et il faut juste apprendre en fait et à connaître et en parler davantage du handicap, que ce soit visible ou invisible. On parle pas forcément beaucoup du handicap, il n'y a pas beaucoup de sensibilisation à certains handicaps, comme par exemple l'autisme profond. Après, ça a été une politique pendant très longtemps de créer des structures hors ville et à la campagne. Et ça fait que depuis la loi 2002, où on a remis au centre les personnes handicapées et aussi de l'importance de l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Et c'est vrai qu'avant, on avait une mise à l'écart. Donc du coup, ça entraîne un peu aussi cette ignorance-là du public. Et malheureusement, cette mise à l'écart, je trouve qu'elle se voit encore dans le sens où il n'y a pas assez de personnel pour accompagner ces personnes-là, que ce soit à l'école, je sais qu'il en manque pas mal, et du coup, on les inclut dans une classe, mais on ne les accompagne pas. Souvent, ceux qui ont des difficultés, je peux parler en connaissance de cause. Moi, j'ai souvent eu des problèmes en mathématiques à cause de mon handicap. Et du coup, en fait, c'est la logique qui impactait beaucoup sur le cerveau. J'ai eu au collège des professeurs très compréhensifs qui me faisaient des contrôles adaptés avec des exercices adaptés, mais arrivé au lycée, c'était fini. C'était vraiment contrôle comme tout le monde. Le bac comme tout le monde, je veux dire, c'est encore très vieille école. C'est difficile. Du coup, non, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu envisageais de continuer sur de l'intérim, donc je sais que c'est quelque chose qui se fait pas mal dans ces secteurs-là. Est-ce que c'est pas un truc compliqué du coup pour les résidents de voir des personnes changer souvent ? Oui, c'est difficile, surtout pour les résidents qui sont très ritualisés, qui ont l'habitude d'être accompagnés par souvent les mêmes personnes ou des personnes en qui ils ont confiance ou des personnes qu'ils connaissent. Donc souvent le matin, moi je parle pour le matin car je fais que des matins, mais souvent le matin quand c'est un intérimaire qui est là et qui doit accompagner à la douche une ou un résident, il peut être dans le refus parce qu'il ne connaît pas l'intérimaire. Donc on essaie de prendre souvent les mêmes intérimaires, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est que globalement, il y a aussi une question de relation de confiance qui se crée avec eux. Et quand on est titulaire, c'est de la relation de confiance qui se crée sur le long terme. Alors qu'une personne intérimaire, même aussi bienveillante qu'elle puisse être, n'est pas connue par la personne. Donc du coup, ça va pas être le même ressenti de se faire faire une toilette et du coup qu'il y ait une atteinte à son intimité quand même par quelqu'un qu'on connaît bien que par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc du coup, il y a aussi... Même une personne nouvelle. Moi, sur mon foyer, j'ai mis 3 voire 4 bons mois avant que
une résidente me fasse bien confiance. Hein. Mm. Donc ça... Et on va à leur rythme, quoi. Et C'est comment vraiment, tu gères ça? Alors, ce que j'explique souvent, c'est que j'accompagne avec une professionnelle. Donc j'accompagnais avec une professionnelle. La professionnelle prévenait la résidente, voilà. Lucie va regarder aujourd'hui, est-ce que demain elle va pouvoir essayer de au moins te sécher les cheveux, au moins de... Voilà. Mais oui, c'est pas frustrant parce que je peux me mettre à sa place. Donc voilà, mais une fois qu'elle m'a fait confiance, je me suis dit ça y est, je peux le faire. Donc c'est que elle a franchi l'étape et donc c'est bon, je suis là-dedans, quoi. Ok. Mais du coup, c'est un métier très humain. Comment vous le vivez entre la période de travail et la période en dehors? Est-ce que ça impacte votre vie privée? On essaye que non. On essaye que non, mais en général, il faut quand même bien faire le distinguo entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est hyper important parce que toute empathie qu'on met dans ce travail, des fois c'est difficile un peu de se détacher, surtout quand on vit des choses difficiles au travail, ça impacte notre vie personnelle et vice-versa. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir... vu que c'est un travail d'équipe, on peut aussi se soutenir entre collègues. Et quand on vit des choses personnelles très difficiles, et que du coup notre accompagnement au quotidien avec les personnes est un peu impacté, on peut se relayer entre nous. Et comme ça, on se soutient. On arrive quand même dans les moments de mou, à aller bien. Moi j'avoue que je suis un peu trop parfois chouchoute avec mon neveu qui commence à grandir quand même et je le remarque quand même. Ouais. Je lui dis de manger doucement, de boire, alors que c'est des choses qu'il sait faire tout seul. Et après je me rends compte, je me dis mince Lucie, tu n'es pas au travail. Mais dans l'ensemble, non, ça va. Ouais. J'essaie de faire la part des choses. Il faut. Mais je suis très protectrice, ouais. Après, c'est pas forcément un défaut. Non, mais je le suis un peu de la même manière que je suis avec les résidents. J'ai tendance à prendre les épaules pour mettre du côté trottoir. Enfin voilà. Donc, Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que moi, j'en ai plus. Non, j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas? On peut revenir sur le projet personnalisé si vous voulez pas. En fait, chaque résident qu'on accompagne au quotidien a un projet personnalisé. Et c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est vraiment de se dire qu'on n'a pas d'accompagnement type, mais vraiment on fait avec la personne et la personne est au centre du dispositif. J'ai bien appris ma leçon. Et du coup, chaque personne est différente. Et donc, du coup, on ne peut pas faire la même soupe avec tout le monde. Ce se comprend, chacun a ses forces et ses faiblesses aussi. Et donc, du coup, ça demande un accompagnement personnalisé. Et du coup, c'est comme ça qu'après, on peut les placer sur différentes activités pour les faire évoluer. Donc ça veut dire que vos journées ne se ressemblent pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est bien. C'est un des avantages aussi de notre travail. il y a des objectifs, des besoins, les besoins et les attentes des familles aussi. On n'a pas forcément parlé des familles, mais les familles sont très présentes, ou pas. Et oui, tout joue en fait autour du ou de la résidente, de la famille, du référent, souvent même du co-référent qui essaie d'être là, et du coordinateur ou de la coordinatrice et de la chef de service. Tout ça est validé ensemble. Donc toute une équipe dédiée à un résident. Oui, c'est renouvelé. Plein de résidents. Oui, plein de résidents, mais chacun a son projet personnalisé, quoi. Alors, je voulais revenir aussi sur les familles, parce que l'UNAPI 86, à l'origine, a été créé par les familles. Ça vient aussi d'un manque à la base de structures pour personnes handicapées, c'est-à-dire dans les années 60, où du coup les familles se sont réunies en association pour créer des structures.
Donc ça a commencé par l'IME de Maroc qui est juste à côté. Et puis ça s'est, dans la continuité, le foyer de vie, le FAM, la masse, donc pour accompagner du coup ces personnes-là. Donc c'était une dynamique de famille. Ok. D'accord. Et vous rencontrez des familles? Vous les voyez? Ah oui, très régulièrement. Oui, souvent. Ok, donc vous êtes en contact aussi Oui. premier avec elles. Bah, nous, on est, du coup, c'est aussi les représentants légaux des personnes qu'on accompagne. Et après, pour les départs en week-end, en vacances, donc très régulièrement. Et quand je parlais de projets personnalisés tout à l'heure, ça se fait aussi avec les familles. Donc on prend leurs attentes, leurs envies par rapport à leurs enfants et c'est des choses qui sont co-signées avec les professionnels, avec les résidents et avec les familles. Oui, c'est un vrai triangle et il faut que tout le monde soit d'accord. C'est ça. D'accord. Vous parlez du métier avec beaucoup de joie. Et beaucoup de passion surtout. Ouais, ça se ressent. Enfin, moi, je l'ai ressenti en tout cas. Une belle découverte pour notre part. Et je voulais vous remercier en tout cas d'avoir assisté à ce podcast. Bah de rien, merci à vous. Merci à vous. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode. À dimanche.